merci. Raphaël, est-ce que tu es là? Raphaël? Oui, OK. Et nous allons continuer maintenant avec Raphaël qui va nous présenter le documentaire que nous allons regarder. Alors, Raphaël, je te laisse la place. merci Espérance. Bonsoir à tous et toutes. Pour continuer, nous allons accueillir Monsieur Arnold Antonin, un célèbre réalisateur qui est avec nous ce matin. Je vous prie, Monsieur Arnold, de bien vouloir prononcer vos mots bien avant que nous ayons la projection également de votre film. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir associé à cette initiative de Charisma, des régistes. Beaucoup d'amis sont là, du Kensia, on a travaillé ensemble, et le professeur Étienne, et la représentante de l'UNESCO et les cadres de l'UNESCO que je connais tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Là, après avoir écouté Guy Étienne, je suis un peu partagé dans ce que je voulais dire, parce que les innovations pédagogiques, mais aussi, je dirais, civiques du groupe du collège Caspressoir sont toujours très stimulantes. Mais en même temps, quand je vois ça, je pense à cette fameuse histoire de l'oiseau-mouche qui s'en allait vers un immense incendie de forêt. Et quand on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et l'oiseau a répondu, eh bien, je vais apporter ma petite goutte d'eau pour essayer de terminer et d'éteindre cet immense incendie qui était en train de dévorer toute la forêt. Et la situation en Haïti est telle, et la situation au niveau mondial, du point de vue écologique, est telle que toutes les solutions réparatrices partielles sont importantes, en même temps, elles sont presque dérisoires. Hier, j'ai vu un rapport d'un groupe qui s'appelle Commission sur l'environnement et qui a été publié dans le journal Nature. Et puis, il y avait tout récemment aussi le rapport du GIEC, vous savez, le groupe interministériel sur l'écologie, qui réunit des scientifiques du monde entier sur la question. Donc, moi, la seule chose que j'ai comprise en lisant ça, après, je reviendrai sur mon film, sur Ainsi parla la mer, etc. Mais mon intervention donc était plus sur une question d'ensemble. Moi, je n'ai pu que comparer la planète, vu sa situation écologique, a un grand corps malade. Et si c'était un individu, on l'aurait déjà hospitalisé depuis longtemps, malade des poumons, malade de la vessie, malade des reins, malade du foie et surtout malade du cerveau. Parce que finalement, la question plastique, c'est une addiction. Donc, c'est comme quelqu'un qui, en plus de toutes ces maladies ou en raison de toutes ces maladies, consomme de l'héroïne, de la cocaïne et tout ce qu'il trouve comme drogue sous la main. On est en train, les plastiques et le pétrole sont des drogues et les vendeurs de drogue, les marchands de drogue sont les producteurs de pétrole et tous ceux qui à la tête de l'économie mondiale se refusent à faire l'effort nécessaire pour finir avec cette situation extrêmement, on peut plus parler de situation alarmante, c'est plus que ça. C'est une situation où l'on court vers la disparition, pas de la planète, puisque la planète continuera à survivre. Elle était là avant nous, elle sera là après nous, mais de l'espèce humaine et des vivants en général, vu ce qui se passe avec la biodiversité. Donc là, en même temps, nous devons apporter notre pierre et d'autre part, nous devons avoir une vision globale qui nous fait comprendre que le système, l'économie mondiale ne peut plus fonctionner comme ça. On a décidé de mettre ensemble les puissants du monde et les autres
qui finalement n'ont pas même voix au chapitre et n'ont pas beaucoup d'importance pour, dans les COP, voir ce qu'on pouvait faire. De ce qui a été fixé comme budget pour faire face à cette situation, qu'est-ce qui a été dégagé, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout, alors que pour la guerre en Ukraine, immédiatement, les milliards de dollars ont pratiquement plus, parce qu'il y a l'industrie des armes derrière, il y a les grands intérêts économiques immédiats qui empêchent de penser à l'avenir, d'avoir une vraie vision de notre avenir. Et moi, aussi, ce qui me préoccupe, c'est que quand on forme les enfants en Haïti, nos enfants, ces enfants, on les forme la plupart du temps pour les pays étrangers. La plupart, je connais des gens qui sont très bien formés, ils sont maintenant au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et donc, nous sommes face à la grave situation écologique de notre pays, économique, sécuritaire. Quand on dit sécurité, c'est la sécurité physique et personnelle avant tout, avec le flot de kidnapping et toute la violence que nous connaissons, mais c'est l'insécurité écologique et l'insécurité alimentaire également. Dans un pays où il n'y a pas d'emploi, donc tout le monde veut s'en aller et à chaque fois que la crise arrive au point que nous connaissons, on pense qu'on ne peut d'ailleurs pas aller plus loin que cela, mais on continue à aller toujours un peu plus loin dans le pire, on s'enfonce. Que font les jeunes? Les jeunes s'en vont. Que font les professionnels? Beaucoup s'en vont. Donc, hémorragie de cerveau. Et donc, il y a un gros problème de gouvernance. On forme pour qui? Comment les forme-t-on? Et peut-être que si le collège Katz-Pressoir avait en main l'éducation du pays depuis longtemps, on aurait eu autre chose, parce que comme disait Victor Hugo, l'avenir de nos pays sont entre les mains des maîtres d'école. C'est depuis la tendre enfance qu'on forme des citoyens. La situation d'Haïti d'aujourd'hui, et surtout ce problème du territoire, de l'aménagement du territoire, et ce problème d'emploi des jeunes, font que les paysans, n'en pouvant plus dans les campagnes, envahissent les bidonvilles, et conséquence, tu as ce qu'on a eu, ce qu'on a encore avec les gangs, les bandes armées, et puis cette réaction aux bandes armées. À la hauteur de ce que font les bandes, on a vu ce mouvement Boakali. Donc, en Haïti, il y a une énorme question de valeur également. Et pour former les gens au civisme, aux valeurs, il faut commencer par la tête. C'est par la tête que pourrit le poisson. Et quel modèle donne-t-on au niveau de la gouvernance à ces gens depuis très longtemps? Mais ça empire, ça devient... Donc, c'est très compliqué. Il y a, en tout cas, quelques repères sur lesquels vous êtes en train de travailler, les jeunes en particulier, et c'est très important, c'est la question de l'éducation, c'est la question d'une vision globale de notre problème également, parce que quand on a une vision absolument partielle de la situation, eh bien, on finit par donner de la tête contre un mur, et puis après, on s'en va, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Il faut, dès le départ, avoir, je crois, cette vision globale. Et comme il y a ce problème de manque de valeur, il n'y a plus de cause à défendre. Et ce qui me rassure un peu et qui me rend optimiste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ces jeunes et ces gens qui participent à cette rencontre sont en train de déterminer une cause. En Haïti, oui, on peut faire de la protection de l'environnement, de l'aménagement de ce territoire, une cause, parce que c'est ce qui nous manque dans ce pays. Et cette cause est étroitement liée à la cause de la régénération de ce pays, qui est un pays en pleine dégénérescence, qui est en plein effondrement, comme nous le savons tous, qui est en agonie. Une agonie peut durer longtemps, mais une agonie conduit fatalement à la mort,
si on ne prend pas des mesures drastiques immédiates. Ceci au niveau haïtien, mais au niveau global, c'est le grand corps malade, comme dit le slammer français qui s'appelle lui ainsi, mais c'est toute la planète qu'on pourrait appeler ainsi. Au lieu de parler de Terre, de la planète Terre, parler du grand corps malade. Eh bien, donc, cela étant dit, revenons à notre film qui est une toute petite chose par rapport à cette grande problématique et mondiale et universelle. Le film est fait avec l'appui de l'ONU Environnement et fondamentalement et du ministère de l'Environnement. C'est un film qu'on a voulu faire sur les relations entre la terre et la mer. Et finalement, qui est devenu ainsi par là la mer, parce que la mer est le souffre-douleur des gens qui habitent la terre. La mer avec tous ses habitants. Et en Haïti, ce que j'ai pu constater pendant le tournage de ce film, qui heureusement continue à être projeté et à être utile non seulement aux Haïtiens, mais à tous les Caraïbéens et au monde entier. On est en train de le passer actuellement dans un pays d'Amérique du Sud, au Chili. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que d'une part, nous avions des sites magnifiques, époustouflants, nos baies, magnifiques baies. Mais les endroits les mieux conservés, c'était les endroits où nous, les Haïtiens, nous ne mettions pas les pieds. C'était le lagon aux bœufs, le lagon aux huîtres, qui sont d'accès tellement difficile qu'on n'y va pas. Donc là, c'était encore beau, c'était protégé. Sinon, le reste, c'est une vaste poubelle. Haïti a un collier de déchets plastiques tout au long de son littoral. Tu regardes la montagne, de la montagne étant aussi, c'est magnifique, tu vois la baie, la belle mer. Tu t'approches là où nous habitons, puisque nous n'avons plus, nous fuyons la montagne, nous fuyons la campagne, on finit par habiter le long de la mer, on finit par habiter même les îlots. Ces îlots qui étaient des joyaux au milieu de la mer. Eh bien, on les réduit tous, ils sont dans un état, bon, vous allez le voir dans le film, inimaginable. Et regardez la côte du Nord, le Cap Haïtien par exemple. Et face à ça, tu as des gens qui essaient de faire du recyclage, des jeunes qui vont ramasser des ordures sur la plage, mais on dirait que c'est fatal, puisque actuellement, d'ailleurs, c'est pas seulement en Haïti, c'est en train de nos plastiques vont partout ailleurs. Donc, en bref, moi, ce que j'ai compris de ce film, d'abord, c'est notre attitude vis-à-vis de la mer qui doit changer. Vous allez voir dans le film, on ne sait pas nager, on donne le dos à la mer et on dit l'homme n'est pas qu'un bécrasse, contrairement à la réalité. Donc, on jette tout à la mer. Tout ce qu'on jette dans les ravines de Quinze-Corps, de Pétionville et des Mondes vont finir à Cité-Soleil, sur le littoral, à la mer, et vont tuer nos poissons, tuer nos tortues. Même les grands mammifères marins que les scientifiques du monde entier venaient étudier en Haïti, ils ne les trouvent plus. Les mammifères marins d'Haïti ont émigré, comme nous Haïtiens. Ils ont été ailleurs parce qu'il n'y a plus de nourriture dans la mer, plus de poissons à manger, puisqu'on détruit les mangroves où les poissons allaient pondre et déposer leurs œufs ou bien laisser grandir leur progéniture. Donc, c'est une situation extrêmement dramatique, évidemment. Et pour faire face à ça, il faut une énorme mobilisation de tous nos jeunes et une volonté politique, quelqu'un qui est capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'aménagement du territoire, comment aménager ce territoire pour que nous sachions qu'il y a des endroits que nous devons protéger. Et comme disait Voni, qui malheureusement est décédé entre-temps, dans la mythologie vaudou, la mer, le littoral en particulier, c'est le lieu où les sirènes viennent se promener le soir, donc on ne peut pas tenir ce littoral dans l'état où il est. Donc, nous avons des innovations.
Et je suis toujours très content d'entendre Étienne et ses étudiants. Vous allez les retrouver dans le film. Mais il y a les sargasses. Il faut que nous parlions des sargasses. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces sargasses? Peut-être du bioplastique également. Les sargasses sont un problème sérieux dans la Caraïbe. En République dominicaine, ils sont affolés, ils sont en train de se mettre les mains à la tête parce que les touristes vont fuir les plages. Ces sargasses qui viennent de l'Amazone, qui remontent, sont liés au réchauffement climatique, au problème des fertilisants qui vont à la mer et donc les font croître et grandir et s'étendre et aller partout, et en particulier dans nos pays de la Caraïbe. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Là, il faut se mettre à étudier, je vous le suggère, sérieusement, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sargasses. Bon, voilà, et je ne vous dis pas plus parce que la mer, vous allez le voir, l'étude, bon, c'est bien ça, le groupe, c'est Earth Commission, ça s'appelle, la commission de la Terre. Donc, et après vous avoir partagé avec vous mes sentiments au sujet de ce qui se passe au niveau de l'écologie mondiale et d'Haïti, je vous souhaite une très bonne projection. Et encore une fois, merci aux organisateurs, merci à Géry Révis qui m'a appelé pour m'associer à cette initiative, à Tatiana Villegas de l'UNESCO, à vous autres tous, aux modérateurs, Raphaël. Et puis, voilà, bonne projection. Je souhaite que le film suggère et suscite un bon débat et surtout une fierté aussi de voir les belles choses que nous avons. On a essayé de déterminer des aires protégées en Haïti, comme vous le savez. Et on a créé une organisation pour surveiller les aires protégées et donc les protéger. Et cette organisation était devenue presque une milice. Et il y avait des gens là-dedans qui n'étaient même pas des endroits où se trouvent ces baies et qui ne s'occupaient absolument pas des baies et des protégés, mais sinon d'autres choses. Donc, et notre problème, c'est un problème complexe. Je pense que le problème de l'environnement en Haïti est un problème politique et peut-être l'un des problèmes majeurs. Et comme j'aime à le rappeler, le commandant Cousteau, quand Jean-Claude Duvalier était encore au pouvoir, avait dit l'environnement en Haïti, et il parlait de la mer quand il parlait de l'environnement, et puisque c'était un marin, il disait c'est un génocide à action retardée, ce qui s'est passé hier et avant-hier en Haïti. Et antérieurement, démontre que le génocide est en cours. Et on ne peut pas être des complices de ce génocide. Et les jeunes en particulier. Merci beaucoup. Bonne projection. Merci, Monsieur Antonin. Merci pour vos conseils, pour votre présentation sur cette thématique et également vos appréhensions sur le sujet. Merci à tout le monde. Maintenant, nous allons recueillir vos questions bien avant de présenter, de projeter le film. Maintenant, vos questions. Dois-je rester pour des questions? Oui, éventuellement, s'il y en a des questions pour vous, ce serait mieux que vous soyez là pour pouvoir répondre. Également, s'il y a des questions pour d'autres panélistes, et également, vous pouvez poser des questions dans le chat si vous vous trouvez dans des difficultés de faire ça oralement. Combien de temps on a pour les questions? Nous allons prendre seulement 2 ou 3 questions avant de passer à la projection. Merci. Est-ce que vous avez enregistré le Zoom? Oui, le webinaire, c'est sur Facebook, c'est sur Loop Haïti, etc. Alors, les personnes qui ont des questions, comme participants, vous pouvez lever la main, on va vous donner la parole.
Donc, il y a Déborah Espérance qui va gérer ça avec On Raphaël dirait Bélisset. qu'il y a Jean Millet. Il y a des questions dans le chat aussi, vous pouvez les lire. Et donc, et dit en fait, à qui la question a été adressée. Donc, levez la main, il y a une option sur Zoom pour faire ça et on va vous donner la parole au niveau technique. Merci beaucoup. On dirait qu'il y a Jean-Mul Pierre-Louis, si je ne me trompe pas, qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a une question. Ou également, les personnes peuvent poser les questions sur le chat et puis Déborah va les lire effectivement. N'est-ce pas, Déborah? Oui, je suis là pour ça. Donc, il y a environ 23 personnes dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez soit écrire la question dans le chat en créole, en français, en anglais ou en espagnol. Et puis, ou vous pouvez lever la main et moi, au niveau technique, je vais vous donner la parole. S'il n'y a pas de questions, dans le chat, on donne peut-être 1 minute encore pour 30 secondes, on peut dire 30 secondes pour passer le film, et parce qu'on ne voit pas de questions dans le chat et pas de personnes non plus qui ont levé la main. Personne n'a levé sa main, donc on donne 30 secondes pour passer le film. Exactement. 30 secondes de passer le film. Il y a Enel Honoré qui dit Oui. bonsoir à tous. Ma question est pour Monsieur Antonin. Quelles sont les actions que doit prendre l'État haïtien pour amortir les conséquences du réchauffement climatique dans un avenir proche? Il y a le ministère de l'Environnement qui est là. Il y a une commission de ce ministère qui s'occupe, qui est même partie intégrante du GIEC. Il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de papiers décrits. ONU Environnement a aidé dans la définition des actions à mener dans les aires protégées. Moi, je crois que fondamentalement, la première action que devrait prendre le ministère de l'Environnement, de commun accord avec d'autres ministères, ce serait un zonage du pays et un aménagement du territoire. Déterminer dans ce petit pays qui est finalement un bout de terre que nous avons, où est-ce qu'on peut construire des maisons, où est-ce qu'on peut édifier faire des usines, des fabriques, et où est-ce qu'il faut faire seulement de l'agriculture, et quels sont les endroits où est-ce qu'on peut pêcher, et quels sont les endroits qui sont des endroits protégés qu'on ne peut pas toucher. Parce que sinon, c'est l'histoire, par exemple, fameuse d'Haïti, du reboisement. On plante, on met des plantes filantaires que mangent les chèvres et les cabris. Et donc, il faut avoir une volonté politique, mais c'est des choses finalement pas très compliquées, c'est des choses très simples. Évidemment, quand on est embourbé dans la recherche de la sécurité, que nous vivons comme des rats, on sort de notre trou pour aller manger, et puis on court, on rentre dans le trou avant qu'on soit attrapé par un chat ou par un piège quelconque, on ne s'occupe pas de ces choses-là. Et ça empire. Mais s'il y avait la légitimité, l'autorité suffisante en Haïti, eh bien, avec de la volonté politique, la première chose à faire, moi je crois que ce serait ce que je viens de dire, c'est-à-dire un aménagement du territoire. Deuxièmement, vous l'avez dit,
il faut commencer dès l'éducation maternelle, la tendre enfance, à former les gens en matière d'écologie. Puis ensuite, il y a les plans directeurs des villes, et ça crée de l'emploi. L'environnement, avant on disait de l'éducation la même chose, que c'est des investissements improductifs, mais maintenant on sait très bien qu'investir dans l'environnement, c'est un investissement productif et à long terme. J'aime répéter cette histoire, je ne me fatigue pas de le répéter. C'est Larousse Foucault qui disait qu'il faut avoir de bonnes perspectives, même dans les petites choses. En Haïti, nous avons de petites perspectives, même dans les grandes choses. Le problème de l'environnement en Haïti, c'est un problème majeur. Ça fait longtemps qu'on nous dit, depuis un rapport de 1947, si je ne me trompe, des Nations Unies, ils avaient dit que Haïti, dans 25 ans, n'aurait plus d'eau. On n'aurait plus de l'eau à boire. On est en train de polluer, de tarir nos sources phréatiques. L'eau, à force de pomper l'eau des plaines, l'eau est en train de devenir de l'eau salée qu'on ne pourra pas boire. Donc, on a les problèmes d'eau. Quand il y a un peu de pluie, c'est les inondations. L'eau s'en va là, mais emporte la terre arable. Et quand il n'y a pas de pluie, on n'a pas de quoi boire. Haïti est le pays où l'eau est le plus cher au monde. Vous vous imaginez une histoire pareille avec toutes les rivières qu'on a? Il faut aménager les bassins versants. Si on n'aménage pas les bassins versants, pour ce qui vient de se passer, c'est même pas un signe avant-coureur. C'est pas même un apéritif, c'est rien du tout face à ce que nous réserve 8 jours de pluie consécutifs ou bien un petit ouragan, un petit cyclone par là. Donc, on se rappelle ce qui s'est passé une nuit au Gonaïve. Donc, il faut aménager ces bassins versants. Et il faut nettoyer les villes. Il faut avoir un plan, investir dans le ramassage des ordures. On ne peut pas être le pays avec la ville la plus sale, la plus antipathique du monde. Les Haïtiens se croyaient, enfin, beaucoup se croient supérieurs aux Africains, etc. Moi, quand j'ai été en Afrique, c'était bizarre, mais ma plus grande préoccupation, c'était de trouver des tas d'immondices qui pourraient ressembler à ce qui se passe en Haïti. Je n'ai jamais trouvé ça, sauf à Kinshasa, qui est la ville qui ressemble la plus à une ville haïtienne. Mais sinon, jamais. Les villes sont propres, la pauvreté et la propreté en même temps. Éducation. Je répète encore quelque chose que je dis souvent. Cela change avec l'histoire, c'est pas fixe, mais il faut avoir le culte et l'amour du vrai, de la vérité. En Haïti, c'est la fausse vérité tout le temps, donc c'est tout le temps le mensonge, l'apparence, et être ne compte pas, c'est paraître qui compte. Donc la vérité. Deuxièmement, le bon, être solidaire entre nous. Chaque coucou n'est pas éclairé pour Granger, mais en pile, tambour, pas loup, tambour léger, nous mettre ensemble, cesser avec nos égoïsmes et l'amour du beau. On doit aimer le beau. Nous avons nos artistes qui fabriquent du bois à partir de rien. Nous, tous citoyens, devrions nous occuper de la beauté, non seulement de là où nous vivons, comme je l'ai découvert la jalousie dans un petit film que j'ai fait, beauté contre pauvreté, mais en nous occupant de ce qui se passe aussi chez le voisin, dans notre communauté, pour que nous ayons un pays où il fait bon vivre. Donc, on doit s'occuper de ça. Du bonheur des fils d'Haïti, on ne s'occupe pas de ça. Et il y en a qui disent, ils aiment Haïti, ils n'aiment pas les Haïtiens. Leurs propres compatriotes, leurs propres frères et sœurs. Donc, tu vois, beaucoup de travail. Donc, voilà. On n'arrêterait pas de parler de ces choses-là. Donc, je m'arrête ici. Merci, M. Otoné. Okay, j'ai une question. Merci à Jeffrey. Oui, j'ai une question pour le collège 4 ce soir. Oui, c'est ce que je vois. Oui, et alors ma question est adressée au professeur Guy Etienne et ses élèves, et parce que j'avais fait cette intervention après avoir écouté la vidéo de Haïti Place, parce qu'il y a des rapporteurs spéciaux experts indépendants. Je dis bien ce sont des experts indépendants des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, et qui disent que la question de l'incinération, le recyclage
sont des solutions fausses et trompeuses pour le plastique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça en tant que chercheur et expert, jeune expert? Monsieur Guy Etienne. Bon, comme nous le disons, il faut, comme disent d'abord les élèves, il faut penser au remplacement du plastique traditionnel par le bioplastique, qui sera un plastique dégradable et donc qui ne va pas créer autant de problèmes. Maintenant, l'incinération, ça crée d'autres problèmes de pollution parce que quand le plastique brûle, les produits chimiques qui sont libérés sont nocifs pour l'organisme. Donc, ce n'est pas recommandé de brûler le plastique. La solution vient en amont. Il faut penser à remplacer ou à transformer ce plastique traditionnel qui pose tellement de problèmes au niveau des sociétés à travers le monde. Donc, nous, au Collège Quatre-Pressoir, ce que nous faisons, nous pensons le futur, nous pensons l'avenir et nous préparons les jeunes à penser à des solutions de remplacement. Et là, il y a une question qui est posée sur le chat aussi, je profite pour le dire, pour répondre, donner un élément de réponse. Ce serait intéressant que dans toutes les écoles, qu'on apprenne aux enfants à faire du recyclage. Mais il faut aussi que l'école sorte des 4 murs de l'école. L'école doit aller dans la communauté, parce que sans la communauté, l'école n'existe pas, et sans l'école, la communauté n'existe pas. Donc, il faut justement que les élèves qui sont formés à l'école soient capables d'aller dans les communautés pour faire la formation des gens des communautés, comme nous le faisons dans le projet de reboisement, comme nous le faisons cette année, par exemple. Il y a un groupe de S1 qui travaille sur la séparation des déchets dans les maisons, à l'intérieur des maisons. Ils appellent leur projet la maison écologique. Donc déjà, il y a 3 tri de déchets et ils pensent à monter des usines pour recycler ou pour produire de l'énergie à partir des déchets. Donc, brûler, incinérer, c'est un faux problème. Au contraire, ça pose d'autres problèmes au niveau de la santé. Comme on brûle les pneus, par exemple, dans les rues. Il y a tant de personnes qui sont intoxiquées par les pneus enflammés. Donc, ce n'est pas recommandé. Je peux dire quelque chose. Ces experts et ceux qui disent que ce palliatif qu'est le recyclage, ce n'est pas la solution, ce qu'ils veulent dire, il faut faire du recyclage, mais il faut aller à la source du problème qui est l'économie basée sur les hydrocarbures. Donc là, il faut s'attaquer directement aux grands producteurs du Moyen-Orient, des États-Unis et des autres pays et qui produisent et qui exploitent et utilisent le pétrole, puisque finalement, le problème des plastiques, c'est le pétrole. C'est à partir de ça que c'est fait. C'est pourquoi c'est très intéressant le bioplastique et tout ce que propose avec beaucoup d'imagination les innovations qu'on fait au Collège Quatre-Pressoir. Et peut-être qu'il faudrait faire connaître au niveau mondial cette expérience. Hein, et ce serait un apport de la part d'Haïti. Mais le problème fondamental, c'est le mode de production actuel. Et ils sont tellement puissants, ils sont tellement avides d'argent qu'ils ne veulent rien entendre. Donc, ils vont continuer sur cette voie, même si ça devient l'obsolescence. Tu parlais d'obsolescence. C'est l'obsolescence incorporée de la planète. Peut-être que c'est ça, cette espèce de parasite qui nous dévore de l'intérieur, c'est justement le pétrole. Les indigènes du lac de du lac de Maracaibo, une zone du Venezuela, l'appelait l'excrément du diable. Donc, aujourd'hui encore, moi je crois c'est à quoi ces gens se réfèrent, ce que tu cites, quand ils disent que le problème, ce n'est pas le recyclage, ce n'est pas les solutions réparatrices partielles, même si chacun doit apporter sa goutte d'eau, n'est-ce pas? Mais il faut penser globalement le problème, et le problème, c'est certainement il faut en finir avec ça. Sinon, c'est le pétrole qui va en finir avec nous. Parce que ce n'est pas le plastique seulement, c'est tout le reste. Hein. D'accord, merci. Déborah, à vous. Merci à Arnold et
Maintenant, nous avons 2 autres questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main aussi. Belcha Gad qui a la parole, qui a le micro. On va prendre les questions dans le chat et puis après, on va avancer avec les personnes. Nous savons que bon nombre de familles utilisent le service de particulier pour récupérer leurs déchets ménagers. Quelles seraient les stratégies étatiques pour inciter les non-scolarités à avoir un comportement éco-responsable? Je reprends la question. Nous savons que bon nombre de familles utilisent le service de particulier pour récupérer leurs déchets ménagers. Quelles seraient les stratégies étatiques pour inciter les non-scolarités à avoir un comportement éco-responsable? C'est la question. Je ne sais pas si M. Guy-Étienne voulait dire quelque chose par rapport à ça. Et puis aussi, on peut du coup lire la question de Valérie Fils-Aimé sur le chat aussi. OK. On a vu les dégâts causés par les dernières pluies dans diverses zones. Dans beaucoup d'endroits, on a pu constater la quantité incommensurable de plastique dans les ravines, les rivières qui étaient en crue. Comment éduquer la population, la faire prendre conscience des impacts de la dégradation environnementale qui affecte les zones côtières et la pêche, qui affecte l'économie touristique, dégradation des plages, affecte la biodiversité marine, pour ne citer que cela? Est-ce que la situation n'est pas irréversible? Sinon, quoi faire? Comment accélérer les solutions pour remédier à cette situation dramatique? La question est ouverte à tous les panélistes. Moi, j'y ai déjà répondu. Le sens de mon intervention avant, c'était répondre à cette question que j'avais lue justement sur le chat, qui était ouvert à tout le monde. Okay. Et là, je crois qu'il y a un problème d'éducation. Et comme nous l'avions dit, dans le projet de reboisement que nous sommes en train de développer à l'école et que nous partageons avec les communautés, comme vous le constatez, nous avons été dans plusieurs régions du pays déjà. Et justement, nous voulons établir un partenariat avec Haïti Climat de M. Valérie Fils-Aimé, parce que nous avons constaté que au Gonaïve, par exemple, il y a une équipe de jeunes qui travaillent sur la reforestation de la zone. Le Collège Caspressois est disposé à fournir des plantules, à fournir des pépins et à aller accompagner les autres. Je crois que le problème de reboisement serait un élément de solution. Et les élèves de l'école ont choisi de faire le reboisement par les arbres fruitiers parce qu'ils disent que les arbres forestiers, les gens auraient tendance à les couper pour aller faire du charbon. Par contre, avec les arbres fruitiers, non seulement que ces arbres vont fournir des fruits pour permettre aux gens de se nourrir, et en même temps, ils vont dans les zones pour faire la formation entrepreneuriale avec eux, parce que l'éducation ne fait pas seulement à l'école. L'éducation se fait dans les tiers-lieux éducatifs, dont dans les communautés, par exemple. Donc, si on avait un projet de reforestation, de reboisement pris en charge par le gouvernement, par l'État, je ne dirais pas le gouvernement, par l'État, cela pourrait réduire ces désastres auxquels nous sommes en train d'assister là. Parce que quand les élèves de l'école travaillent sur une équation, les aléas plus la vulnérabilité donnent des désastres ou les catastrophes. Or, les aléas, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les maîtriser. Il faut, par l'éducation, maîtriser la vulnérabilité. Donc, je crois que, et en plus, le projet de reboisement que nous développons à l'école tend également à aller vers le développement de forêts tropicales qui pourraient également attirer l'écotourisme. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait attirer également des investissements et ça pourrait attirer des gens également. Donc, je crois que c'est par l'éducation qu'on peut arriver à résoudre ce problème. Mais quand on dit éducation, on ne voit pas seulement école. L'école est un lieu physique qui peut servir à éduquer, mais il faut que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement se mettent avec les écoles
pour pouvoir faire cette formation de manière globale à travers le pays. Je le répète, la relation école-communauté, c'est une autoroute de développement. Oui, il faut faire des campagnes massives et permanentes à travers les médias pour une éducation dans ce domaine-là. C'est évident. Et ça commence depuis la tendre enfance, donc il faut que ce soit des trucs bien compris, bien appropriés aux différents publics cibles. Mais c'est vrai que c'est dans la famille. Moi, je crois avoir raconté ça au professeur Guy Etienne. Ma fille était toute petite, elle avait peut-être 6 ou 7 ans, et j'ai osé jeter dans la rue un papier qui enveloppait un petit bonbon que j'étais en train de sucer. Elle m'a dit, papa, ramasse ça. Elle m'a obligé à ramasser mon petit bout de papier que j'avais jeté dans la rue. Donc, oui, il faut à nos enfants, nos frères, sœurs et même parents, les former dans ce sens-là. Mais, cependant, ce n'est pas du pessimisme, mais j'ai été agronome et j'ai vu des paysans couper les manguiers pour faire du charbon de bois. Je leur ai dit, écoutez, messieurs, vous ne pouvez pas couper puisque ça vous donne des fruits. Ils m'ont dit, le temps qu'on attend les fruits, on sera mort. Et comme le charbon de bois, c'était, avant le kidnapping, l'industrie la plus rentable en Haïti, donc tout le monde faisait du charbon de bois et vendait du charbon de bois. Donc, c'est ça en même temps. Donc, il faut éduquer, mais il faut que l'éducation soit accompagnée d'un cadre global de changement. Parce que on fait de l'éducation. Étienne fait de l'éducation. Moi, j'en fais depuis je ne sais plus combien d'années. J'ai perdu le compte. Et chaque jour, ça empire parce que il faut changer le cadre global, sinon on ne va nulle part. Merci. Merci OK, beaucoup. merci. À vous maintenant pour la projection. OK. Merci. OK. Je vous laisse, hein, parce que là, le film, je le suis suffisamment. Oui, on va passer le film. Déborah, à toi pour annoncer le film. Oui, Jeffrey, malheureusement, on a d'autres questions, mais on va prendre la projection avant. On a d'autres questions. On les prend rapidement, une seule fois. Pas de problème. OK. Et dans votre projet d'éducation au développement durable, quelle place pour les professionnels du marché informel? Je pense que cette question, c'est pour Guy Etienne. Très bien. Alors, c'est une question très pertinente parce que, je viens de le dire, l'éducation ne se fait pas seulement entre les 4 murs des écoles. Là, nous sommes en train de développer un projet au Collège 4 Pressoir que nous appelons lycée connecté. Ce projet consiste à équiper les lycées à travers le pays d'équipements solaires, de panneaux solaires, de toutes les infrastructures nécessaires pour qu'ils soient autonomes en énergie électrique. Et nous les équipons également de connexions Internet fiables. Et nous sommes en train de partager avec eux tout ce que nous faisons ici au Collège 4 Pressoir. Ils ont accès en ligne particulièrement aux manipulations de laboratoire. Cependant, les seules exigences que nous faisons à ces lycées, c'est d'identifier dans leur zone des ressources naturelles qui peuvent être exploitées et à partir de ce moment-là, encourager l'installation de sections professionnelles qui permettra, ou des sections professionnelles qui permettront aux jeunes et aux adultes non scolarisés de pouvoir recevoir une formation, notamment pour exploiter ces ressources. Et l'un des éléments indispensables dans ce projet, c'est la formation entrepreneuriale. Ça veut dire exploiter ces ressources, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on gagne? Et là, je reviens sur une remarque de M. Antonin que je profite pour saluer. Monsieur Antonin, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans ce panel. Et là, oui, il coupe également les manguiers. Mais nous, quand nous faisons la formation sur le terrain avec des gens non scolarisés, nous faisons aussi une formation entrepreneuriale. Parce que le projet de reboisement qui n'est pas accompagné de cette formation entrepreneuriale
courent des risques, effectivement, que les arbres fruitiers soient coupés pour aller faire du charbon. Donc, la formation professionnelle est indispensable. Et dans le cadre de la formation informelle, moi, je suis généralement émerveillé de voir des gens au bas de la ville qui n'ont jamais été à l'école, et vous avez un téléphone cellulaire avec une panne, vous allez dans des compagnies qui vous ont vendu ces téléphones, ils ne peuvent pas réparer, et vous allez trouver ces gens-là au bas de la ville, non seulement qu'ils réparent les téléphones, mais ils donnent à ces téléphones des propriétés que peut-être les concepteurs n'avaient pas fait. Donc, je crois que les potentialités des gens sont énormes. Il est vraiment temps que l'État prenne en charge la formation informelle, la formation professionnelle pour ces gens sur le marché informel. Ils sont menacés. Quand nous voyons par exemple les véhicules, les nouveaux véhicules sont dotés d'ordinateurs. Les nouveaux véhicules sont tous informatisés. Alors, les mécaniciens au bas de la ville, s'ils n'ont pas une formation en informatique, comment vont-ils réparer ces véhicules? Ils ne pourront pas. Vous avez un véhicule maintenant qui est en panne. Vous allez au garage ou qui a un problème quelconque. Le premier geste de ces professionnels du garage, c'est de brancher un ordinateur dessus pour identifier la panne. Or, si ces mécaniciens au bas de la ville, et je le dis, qui sont extrêmement intelligents, qui ont des capacités énormes, s'ils ne sont pas formés, ils vont être rejetés. Donc, il est temps que l'État prenne en charge vraiment une formation professionnelle sur le marché informel. Et merci à M. Guy Etienne. Maintenant, on va passer directement à la projection du film. D'accord, M. Arnold Anthony? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.